Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du 31 juillet. Rajiv Ramcharitar, ancien haut cadre de la Silverbank, interpellé et questionné par la FCC pour son implication dans des prêts accordés à 7 compagnies pour plus d'1 milliard de roupies. Le nouveau conseil du National Children's Council en présence de rapports sur l'implication de l'organisme dans la mauvaise gestion du shelter Oiseaux du Paradis. Avis aux turfistes, le magazine Race Time sera dans les kiosques au petit matin demain. Nous avons suivi l'impression des copies pour ce retour après 3 ans. Donald Trump annonce des droits de douane de 25% pour l'Inde et 50% pour le Brésil. Il frappe ainsi 2 membres puissants de BRICS+, rival du G7. Et à découvrir le lombricompostage ou la fabrication d'engrais totalement écologiques avec comme acteur principal le ver de terre. Nous démarrons avec l'interpellation cet après-midi d'un ancien haut cadre de la Silverbank. Rajiv Ramcharitar revenait de Delhi quand il a été amené au quartier général de la FCC. Son interrogatoire porte sur des prêts de plus d'1 milliard de roupies accordés à 7 compagnies. Les précisions de Jalila Assenali. Dès sa descente d'avion en provenance de Delhi cet après-midi, Rajiv Ramcharitar a été approché par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission. Son rôle en tant que Relationship Manager intéresse l'enquête sur les malversations bancaires impliquant la Silverbank. Il est interrogé sur les 7 compagnies ayant obtenu des prêts de plus d'1 milliard de roupies de cette banque entre octobre et décembre 2022. En février 2024, la Silverbank est placée sous administration, alors qu'un trou financier de plus de 7,5 milliards de roupies est découvert. En cause, des emprunts qui n'ont jamais été remboursés par des bénéficiaires dont la majorité serait basée à l'étranger. Une trentaine de compagnies en auraient profité, dont 9 enregistrées à Maurice. Chacune aurait obtenu entre 175 et 200 millions de roupies. Conséquence, plusieurs clients, qu'il s'agisse d'épargnants mauriciens ou étrangers, ont vu leurs dépôts disparaître. Parmi eux, des entités publiques comme la municipalité de Curpipe. Un document a versé dans le dossier. Cette lettre, adressée aux enquêteurs en date du 28 mai dernier, par un groupe de déposants individuels mauriciens et étrangers de la Silverbank. Il soulève des questions sur le rôle joué entre 2022 et 2023 par le ministère des Finances, la Banque de Maurice et les anciens dirigeants de la Silverbank, dont le couple Gupta, actionnaire majoritaire, qui aurait bénéficié de la majorité des prêts. Une somme de 7,7 milliards de roupies est mentionnée. Les auteurs de la lettre avancent que certains prêts ont été accordés en un temps record. 44 prêts sur 68 ont été accordés en moins de 30 jours et à des sociétés nouvellement créées. Comment devra s'expliquer Rajiv Ramcharitar alors que démarre son interrogatoire son ancien collègue Rajiv Madi George, accusé de blanchiment d'argent, retrouver la liberté conditionnelle. Au vu des dossiers en cours, la Financial Crimes Commission note des similitudes récurrentes quand il s'agit d'organismes publics, abus de pouvoir, conflits d'intérêts ou encore achats irréguliers. Pour plus d'efficacité dans ces enquêtes, la FCC bénéficie de la collaboration de la SADC, Anisha Madaya. La violation des règles au sein des conseils d'administration est dénoncée par la Financial Crimes Commission, qui met en garde contre tout abus. De telles dérives ternissent la réputation des institutions et fragilisent les fondations que nous sommes chargés de renforcer. Le board applique l'éthique, l'intégrité, transparence et accountability pour tout chaque groupie qui se servi pour accomplir les fonctions qui besoin dans le département ou l'organisation ou le secteur public, ils besoin d'être accountable. Les crimes financiers constituent un fléau régional en Afrique, fragilisant la stabilité dans la région de la SADC. Il est impératif que les cadres législatifs soient régulièrement renforcés pour mieux prévenir et sanctionner ces infractions. De manière générale, les lois sont solides, mais comme vous le savez, les crimes, et en particulier les crimes financiers, évoluent constamment. Il faut donc veiller à rester en avance sur la loi, ce qui rend le renforcement du cadre législatif un processus continu.
L'Afrique peine à accélérer sa prospérité économique et à atteindre les objectifs de développement durable. La corruption reste un obstacle majeur. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime propose son aide à Maurice pour élaborer une loi spécifique. La protection des lanceurs d'alerte est un enjeu majeur. La lutte contre les crimes financiers nécessite non seulement que quelqu'un dénonce, mais aussi que cette personne soit protégée. Alors que les corps paraétatiques jouent un rôle clé dans l'économie mauricienne, les dirigeants sont appelés à adopter des pratiques de gouvernance modernes et à s'inscrire dans une dynamique de réforme. Les textes de loi qui régissent et qui gouvernent les parastatal bodies sont archaïques. Donc il est grand temps de revoir ces textes de loi pour les adapter aux bonnes pratiques de gouvernance. En multipliant les enquêtes et les recommandations ciblées, la FCC montre sa détermination à renforcer les contrôles et à prévenir les dérives. La société Kroll, spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises en difficulté, s'implante officiellement à Maurice. Le lancement de sa filiale a eu lieu hier à Eben Saraouno. Déjà présente dans plus de 30 pays, la société Kroll étend son réseau à Maurice. L'objectif de cette nouvelle filiale, proposer un accompagnement aux entreprises en situation délicate, dettes importantes, restructuration, fermeture d'activités, tout en s'adaptant aux réalités du marché local. Kroll, c'est plus ou moins un financial and risk advisor. Provider of risk advisory solutions. Nous, ben, clients, sortis de n'importe où, et nous travaillons avec ben là et aussi ben, les autres prestataires quand on a besoin pour nous capables trouver comment nous faire une opération plus efficace. L'implantation de Kroll à Maurice vient renforcer le secteur des services financiers qui représente environ 13% du produit intérieur brut mauricien et mobilise près de 10 000 professionnels. La décision de Kroll d'implanter durablement ses activités à Maurice témoigne d'une grande confiance envers notre juridiction, perçue comme un centre financier international fiable, moderne et tourné vers l'avenir. Lors d'un panel organisé au lancement de la société, des professionnels venus d'Inde, de Singapour et des îles Caïmans ont partagé leur expérience sur les défis juridiques et financiers rencontrés dans les affaires transfrontalières. Avec ce nouvel acteur, les autorités mauriciennes comptent améliorer la crédibilité du centre financier mauricien face aux standards internationaux, tout en apportant des outils pratiques aux entreprises locales et étrangères. Désormais, les patients qui se rendent en Inde pour des soins sous l'Overseas Treatment Scheme pourront séjourner gratuitement durant la durée de leur traitement. Le Cauvery Hospital mettra à leur disposition des appartements. Un protocole d'accord a été finalisé entre le ministère de la Santé et l'établissement indien Nitushajia. Suivant leur traitement à Chennai, des patients mauriciens peuvent se retrouver en difficulté concernant l'hébergement en Inde. Après avoir reçu des soins, il est important d'assurer un suivi médical dans un environnement confortable pendant quelques jours. Le ministère de la Santé a ainsi finalisé un protocole d'accord avec le Cauvery Hospital pour permettre aux patients mauriciens de séjourner gratuitement dans des appartements. Pour les patients mauriciens qui se rendent à Chennai pour un traitement, nous leur proposons des appartements gratuitement. Après une chirurgie, un suivi médical peut être assuré en toute quiétude. 12 patients pourront bénéficier de cette facilité en même temps. L'objectif est que les patients mauriciens se sentent en pleine forme tout en profitant d'un soin de santé proposé avec compassion et en même temps pour le suivi des chirurgies. Nous mettons sur pied un centre de soutien à Maurice. C'est un grand relief, un grand soulagement. Et qu'en même temps, c'est une multifacette de l'hôpital, un hôpital très moderne. Nous, les patients, profitent beaucoup de ça. Et quand nous comparons le coût que nous besoin payer dans les autres pays, quand on compare ça avec l'Inde, nous trouvons l'Inde beaucoup bien bon marché et nous avons beaucoup de facilité. Pour former le personnel médical à Maurice, le ministère fera appel à l'expertise des médecins spécialisés de l'établissement hospitalier indien.
Un atelier organisé par la Commission de conciliation et de médiation pour mieux vulgariser son rôle dans le monde du travail. Cette instance permet aux employeurs et employés de trouver un terrain d'entente dans le litige qui les oppose sans passer par le tribunal. Ashminta Bantu. La Commission de conciliation et de médiation agit depuis plus d'une quinzaine d'années comme arbitre dans les situations de conflit sur le lieu de travail. Ceux qui s'y présentent viennent contester un licenciement, une sanction disciplinaire ou encore le non-paiement du salaire. Avant qu'ils viennent à la commission, je suis supposé négocier entre employeurs et travailleurs ou entre employeurs et syndicats. Si jamais arrivé, je n'ai pas fini de trouver une solution à ce problème, dès là, je réfère maintenant to the commission. Un type de cas, c'est wages, terms and conditions of employment, promotion, reinstatement, upon suspension from employment. Entre janvier 2024 et juin 2025, près de 200 cas ont été traités, dont une soixantaine ont été résolus à l'amiable. Les employés sont libres d'emmener n'importe qui pour représenter un syndicaliste, soit un avocat. Nous, une quasi-judicial institution, comme un tribunal, il y a un peu moins formel et normalement personne légale gère les disputes. Pour une meilleure visibilité, la commission s'ouvre au débat public et invite à une réflexion sur les litiges organisationnels. Une charte d'information est désormais disponible pour mieux informer les employés, les employeurs et les syndicalistes sur le fonctionnement de la Commission de conciliation et de médiation. 2 enquêtes et les conclusions sont plus ou moins les mêmes. L'abri Oiseaux du Paradis à Cap-Malheureux a été mal géré. Son personnel est pointé du doigt dans les 2 rapports. Fermé depuis le mois dernier, il reviendra au nouveau conseil d'administration du National Children's Council d'étudier les recommandations et de décider de la marche à suivre. Yacine Delmamod. Les conclusions sont accablantes. Des carers qui filment les enfants au lieu de leur venir en aide, un manque de formation, des enfants réduits à nettoyer les toilettes, une alimentation insuffisante. Le rapport cite aussi le témoignage d'un mineur qui dit « Les carers mentent à mon propos pour que je sois admis à Brown-Séquard. » La liste est longue et elle n'est pas nouvelle. En 2022 déjà, un premier rapport avait été remis au ministère après l'hospitalisation en urgence d'un bébé de 3 mois au sein du même shelter. À l'époque, on pointait déjà le manquement de supervision, le personnel mal encadré et une structure dysfonctionnelle. Mais nous finissons constater qu'il n'y a pas fin faire. Quand nous prenons ce ministère-là, nous finissons effectuer par moins qu'il y ait 2 visites au shelter. Le ministère finit encore une fois donne une instruction pour améliorer la situation, mais nous réalisons que nous avons une instruction finit dans les oreilles, dans les sourdes. Donc, il y a une recommandation pour revoir la gestion des shelters. Un shelter, 2 rapports, même constat. Les rouages du National Children's Council sont grippés. Mais c'est à cette même entité qu'incombe aujourd'hui la mise en œuvre des recommandations. On a l'occasion pour remettre ça en tant que chairman board. On a un nouveau board maintenant. On a un nouveau chair, on a un nouveau membre board. Et je pense qu'il est capable de faire cette confiance. Une joine, mon membre board, une joine entre eux. C'est une jeune officier du ministère, c'est une jeune moi, c'est une jeune PS, et me trouver qu'il y a une volonté de bien faire. En tant que nouveau responsable NCC, aujourd'hui, là, le ministre fait très nettement un nouveau rapport, et moi, je constater qu'il y a un ancien rapport là aussi. Non, il n'y a pas de faire, mais à ce terme, maintenant, nous pouvons prendre le rapport là, nous pouvons mettre ça devant le board, nous pouvons prendre toute une action qui est bien faire, et les nécessaires, nous pouvons. La prochaine board, nous pouvons décider la marche à suivre, qui ben des affaires, qui ben sanctions surtout, qui vous apprend contre ben du monde qui nous foutait. Le Conseil des ministres, réuni le 18 juillet dernier, a décidé de rendre publics ces 2 rapports. Mais du côté syndical, Atma Shanto, porte-parole de la Fédération des travailleurs unis, met en garde contre une éventuelle privatisation du service. Parce que les points beaucoup d'implications. Les conditions de travail et là, il y a en rénovation. Tout le monde travailleur est capable de dire que c'est en chômage technique. Le shelter L'Oiseau du Paradis avait été évacué et fermé début juin. 6 caregivers avaient été suspendus. Du côté des autorités, les choses s'activent pour la réouverture du shelter dans des conditions appropriées.
Il signe son grand retour dans les kiosques. Dès demain matin, les turfistes pourront s'acheter le premier numéro de Race Time après 3 ans. Ce magazine du Mauritius Turf Club permet chaque semaine aux amoureux des courses de suivre la journée du samedi dans les moindres détails. De la photo de couverture aux interviews en passant par la cote des partants, rien n'échappe à la rédaction de Race Time. C'est un reportage de David Rajkumar. Une rédaction en pleine préparation, mais pas n'importe laquelle. C'est ici, à quelques mètres du Champ de Mars, que prend vie le tout premier numéro de la saison 2025 du magazine Race Time. À sa tête, Shan Ip, entouré de son équipe, orchestre chaque étape avec rigueur. Couleur, visuel, choix de une, rien n'est laissé au hasard. Alors, quelle image a été choisie pour la couverture? Écoutez, nous avions parlé entre nous. Il y a certaines personnes qui pensaient qu'il fallait mettre la photo de Gatekeeper, mais traditionnellement, pour la première journée, on accorde toute notre attention à la Duchess of York Cup, qui est la première course classique. Donc, nous avons choisi les 3 meilleurs chevaux selon nos pronostiqueurs ici. Concevoir un magazine, c'est bien plus qu'écrire. Les images doivent parler d'elles-mêmes. Pour choisir le photo en lui-même, nous avons choisi l'arrivée du cheval avant le départ et il y a plusieurs séquences, des quarantaines, trentaines de photos. Pour moi, le meilleur shot, c'est celui-là de Gatekeeper qui m'a sélecté. Moi, je suis à côté photo 600 mètres. Donc, c'est ça le photo qui, pour moi, idéal pour le prochain magazine qui nous permettait pour The Gatekeeper. Mais qu'est-ce qui a changé dans la conception de ce magazine? Car la dernière édition remonte au 15 décembre 2022. Les gens lisent beaucoup plus les pronostics, les commentaires sur l'entraînement des chevaux. C'est ça qui les intéresse parce qu'ils viennent aux courses, ils achètent Race Time pour trouver les vainqueurs. Donc nous concentrons beaucoup, nous mettons beaucoup d'efforts sur cet aspect-là, c'est-à-dire chercher qui c'est qui va gagner la course. Et pour finaliser ce numéro, l'ultime pièce du puzzle, le programme officiel des courses du jour établi après le tirage au sort. Cheval numéro 3. Ligne numéro 3. C'est sur cette section que les turfistes portent le plus d'attention. Une fois tous les éléments réunis, direction l'imprimerie à Coromandel. Le premier numéro est prêt à rejoindre les points de vente à travers l'île. Race Time, la voix du Mauritius Turf Club, depuis le 1er juin 1991, poursuit son parcours entre tradition et passion hippique, même à l'ère du tout numérique. Après l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon, Donald Trump a annoncé hier que les produits indiens feront l'objet de 25% de droits de douane à leur arrivée aux États-Unis à compter de demain, 1er août. Il précise aussi qu'une pénalité sera ajoutée pour l'achat de pétrole russe. Megan Ponapanaiken. L'Inde est le 5e exportateur vers les États-Unis avec un commerce bilatéral évalué à près de 128 milliards de dollars en 2024. Ses exportations principales sont le textile, les produits pharmaceutiques, pétrochimiques ou encore les bijoux. Dès ce vendredi, tous les produits indiens importés aux États-Unis seront frappés d'un droit de douane de 25%. Le président américain justifie sa décision par le caractère prohibitif des barrières tarifaires et non tarifaires indiennes. Washington s'agace notamment du refus de New Delhi d'abaisser ses barrières sur les produits agricoles, les céréales et le soja génétiquement modifiés. As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Ce taux de 25% constitue une très légère baisse par rapport aux 26% annoncés au printemps. Pour l'administration Trump, l'Inde, malgré son statut de partenaire stratégique, n'en fait pas assez pour ouvrir son marché.
Donald Trump a également promis une pénalité additionnelle en raison de la proximité de New Delhi avec Moscou. Le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Inde s'élève à 45,7 milliards de dollars. Le président américain qui a également officialisé l'application de 50% de surtaxe douanière contre le Brésil. Il veut sanctionner la justice brésilienne et notamment un juge de la Cour suprême qui estime mener une chasse aux sorcières contre l'ancien président Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État. Les importations de café, de viande ou encore de poissons seront les plus affectées par cette guerre commerciale, pourtant des produits essentiels pour les Américains. Le Fonds monétaire international annonce une mise à jour de ses prévisions de croissance mondiale. Le FMI prévoit désormais des taux de croissance de 3,0% pour 2025 et de 3,1% pour 2026. Ces nouveaux chiffres sont en hausse par rapport aux prévisions de référence publiées dans les perspectives de l'économie mondiale en avril dernier. Pour l'heure, les déclarations fracassantes de Donald Trump et son offensive douanière ont à peine égratigné l'économie mondiale. Selon ses dernières estimations, le Fonds monétaire international table sur une croissance mondiale de 3% en 2025 et de 3,1% en 2026, soit une légère hausse par rapport à ses prévisions d'avril. Pour le FMI, cela s'explique par des droits de douane aux États-Unis, en moyenne plus bas que ceux annoncés en avril, et un rebond des importations outre-Atlantique. Il y a aussi un affaiblissement du dollar américain qui permet aux pays émergents d'assouplir leur politique monétaire et une expansion budgétaire dans plusieurs pays, ce qui dope l'activité. Le FMI a toutefois prévenu que l'économie mondiale restait confrontée à des risques majeurs, notamment un rebond potentiel des droits de douane, des tensions géopolitiques et des déficits budgétaires plus importants qui pourraient entraîner une hausse des taux d'intérêt et un durcissement des conditions financières mondiales. Comme la France et le Royaume-Uni ces derniers jours, le Canada a lui aussi annoncé hier son intention de reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre. Une déclaration qui a immédiatement suscité la colère d'Israël, pour qui elle entre dans le cadre d'une campagne de pression internationale déformée. Et puis aujourd'hui, le gouvernement portugais annonce qu'il va consulter le président et le Parlement en vue d'une reconnaissance de l'État de Palestine en septembre également à l'ONU. Nous faisons un tour du côté du Tour de France cycliste avec notre compatriote Kimberly Lecaux-Piénard qui conserve son maillot jaune. Elle vient de prendre la 3e place lors de l'étape du jour entre Clermont-Ferrand et Ambert. Kim Lecaux-Piénard qui termine derrière 2 Françaises au classement général. La Mauricienne compte 26 secondes d'avance et conserve ainsi son maillot jaune. Retour à l'actualité locale, nous allons à Rochebrune découvrir Mododo Sucré. C'est une très petite entreprise, une TPE familiale, lancée et dirigée par Clifford Malepa depuis 2017. Sa spécialité, les pâtes de fruits et les pâtes d'épices. Son gérant est aussi derrière l'association Geste, qui regroupe depuis 1 an d'autres TPE. Jalila Senali. Il est 11h30. À Rochebrune, la très petite entreprise ou TPE familiale Mododo Sucré bat son plein. Ici, la confiserie est un art qui se transmet de père en fils. Nous ne pouvons pas considérer comme un confiseur. L'idée, c'est que tu peux faire cristalliser auparavant, il y a 15 ans de cela. Et puis nous lançons des olives, mangue, tamarin, des produits que nous connaissons. Et puis nous disons pourquoi pas, nous essayons de lancer des pâtes de fruits. C'est un processus qui prend au moins 2 ans pour nous capables d'arriver à sa conclusion là aujourd'hui. Au programme, la préparation de pâtes de fruits. L'ingrédient principal aujourd'hui est le litchi, conservé préalablement étant actuellement hors saison. C'est un processus de cuisson que nous mettons nos fruits écrasés dedans en purée et l'eau, température à 108 degrés. Après 1h45 passées dans cet appareil de cuisson, la mixture est prête à être séchée.
Il faudra attendre 14 heures au total pour la découper en morceaux avant de passer à l'emballage. Je passe pour enrobler d'un sucre raffiné pour empêcher l'humidité. C'est un sucre moins sucré que le sucre normal. Labellisé Made in Maurice, Mododo Sucré propose 8 variétés de pâtes de fruits et 5 variétés de pâtes d'épices. Main-d'œuvre limitée oblige, la compagnie envisage de miser sur la mécanisation complète à l'avenir. C'est une entreprise familiale, moi, ma fille et ma femme. Malgré que mes enfants, je demande un coup de main pour faire marketing de produits. C'est une entreprise qui fait monter par l'amour. Pour soutenir d'autres TPE, notamment dans le secteur agroalimentaire et transformation, il y a environ 1 an et demi, Clifford Malepa a fondé l'association GEST, comprenez groupe d'entrepreneurs solidaires tous ensemble. C'est pour joindre, pour discuter, pour partager, pour capable comprendre un peu les soucis de l'entrepreneur, pour permettre aux TPE de gagner une facilité avec le gouvernement. Nous pouvons pousser tous nos entrepreneurs vers le Made in Maurice. D'ailleurs, il y a 7 qui est déjà labellisé Made in Maurice. En formation, il y a 3 qui vont être labellisés l'année prochaine aussi. Jusqu'ici, l'association GEST compte une vingtaine de TPE. Objectif, contribuer à bâtir une économie locale forte, inclusive et durable, portée par des femmes et des hommes engagés. Dans la vallée de Ferney, il existe une ferme de lombricompostage. C'est une ferme où des vers de terre produisent des engrais. Ce projet de Udesh Bapou est une nouvelle initiative pour promouvoir une agriculture durable sans produits chimiques. Shrina Apadou et Sheza Djouman. Il ne s'agit pas d'un engrais classique, mais d'un engrais bio produit par une espèce spécifique de vers. Afin de promouvoir des initiatives durables, Udesh Bapou élève ses créatures dans son jardin à Floréal. La spéciès-là, c'est une spéciès bien spéciale, on appelle ça Aicena foetida. Il y a 7 qualités spécies de worms au monde entier qui peuvent faire composting. Même si on appelle les earthworms, les vers-là ne pas vivre dans la terre. Ils vivent juste dans un composting bin. Leur fonction, c'est juste pour faire compost. Mais ça un composting worm ça, c'est obligé de manger dans un composting bin. Il faut des toutes les conditions aussi réunies, température, moisture. Le processus de lombricompostage consiste à superposer des matières organiques, comme des déchets de cuisine ou du fumier, dans un récipient ou un bac. Carmagno a dans un système de compostage, commence la température diminuer, parce que la température monte quand on commence à faire compost, après 3 semaines par là. Et là, nous prenons le magno là, nous amènons ici, nous mettons dans la bin là, les verres là, descendent dans la bin. Ce qu'ils ont fait, c'est processer ce magno là, dans une période de 3 mois, et ils ont fait living vermicompost. Le produit final, qui est essentiellement constitué de turicules ou des excréments de vers, passe ensuite par un processus de tamisage. Le lombricompost est bénéfique pour l'environnement en réduisant le recours aux engrais chimiques appliqués au sol. Ce compost alternatif améliore la disponibilité des nutriments pour les plantes ainsi que la structure et le drainage du sol. Il ramène la biodiversité qui est bien dégradée à Maurice dans le sol. Deuxième, il fait le sol là revient vivant. Et c'est le sol qui peut nourrir les plantes. Il y a aussi ce côté qui protège les plantes contre les attaques de pestes. Il est bénéfique pour l'environnement, tandis que le côté chemical fertilizer, il rentre dans le sol et il finit dans nos lagons. Udesh Bapou a décidé d'étendre cette pratique écologique en créant une ferme de lombricompostage dans la vallée de Ferney, un projet financé en partie par le Mauritius Research and Innovation Council et le Critical Ecosystem Partnership Fund. Le procédé, c'est un pré-composting qui commençait avant des mois. Mon camion amène mon manio depuis dans mon dairy et nous mettons le pré-compost d'abord. C'est toute la chaleur, tout les pathogènes, tout ça finit éliminé avec la chaleur. C'est ensuite qu'ils pourront dans sa bin qui est derrière moi là, pour qu'ils les vers transforment sa pré-composted manure là en vermicompost. Le compostage, qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, devrait être encouragé à une époque où le changement climatique est la principale menace pour la santé humaine.
À Anse-Larrey, une quarantaine de jeunes venus de Rodrigue ont installé leur tente le temps de compléter leur Adventurous Journey, module du Trophée du Duc d'Édimbourg. Ces jeunes, qui ont entre 14 et 20 ans, sont accompagnés par Scholes Rodrigue à travers son programme Le Club Mer 2025. Voyez le reportage de Léana Apollon avec les commentaires de Sylvana Parimamon. L'aventure dans la peau, ces jeunes venus de Rodrigue ont été à la conquête des meilleures natures d'ici. Bravant la pluie battante et le froid mordant, les adolescents se sont dépassés pendant 3 jours, marchant de Britannia à Pétrin avant d'enjamber les rochers d'Alexandra Falls où ils ont mangé et dormi à la Belle Étoile. Nous récits vivre une expérience incroyable qui m'ont envie les autres jeunes aussi de cas vivre et qui ça montre nous la solidarité entre les jeunes malgré nous ban rang social nous mettre ça de côté nous et nous prochain ban qui blessé nous et d'autres termine d'autres silver. Nous venons de Maurice pour faire nous Adventurous Journey pour m'avoir apprécié l'expérience se passe bien. Ça fait moi content parce que c'est la première fois que je viens de Maurice et une grande expérience pour moi aussi. Aujourd'hui, bienvenue dans l'émission Fais la glissade. Le groupe a ensuite terminé son périple aux gorges de la Rivière Noire, un moment qui restera gravé dans la vie de ces jeunes. L'association, ils ont commencé à former certains Rodriguais pour prendre la relève et pour relever ce défi, donc garder cette ONG à l'œuvre, allons dire, pour qu'eux ils puissent faire tout ce qui est les sessions de recherche, les sessions de formation, les sessions d'éducation. On a voulu changer d'environnement pour cette expérience. Toujours dans le cadre de leurs expéditions, c'est à la plage d'Anse-Larrey avec le sourire aux lèvres que les expéditeurs ont rencontré des jeunes de l'association Future Hope de Maurice. Nous passons un bon moment. Comme nous sommes depuis Rodrigue, Maurice, tu vois que nous aussi bien. En décembre, on a fait un échange avec le groupe de Scholes et maintenant ils sont venus vers nous pour comme si faire un petit retrouvaille, reconnecter avec les Mauriciens. C'est une jeune et je vais m'y intégrer avec nous. C'est super amical. C'est vraiment comme si nous connaissions depuis très longtemps en fait. Cette rencontre a donné lieu à des échanges riches et amicaux. Une danse traditionnelle rodriguaise a agrémenté ce moment authentique. Et votre rendez-vous matinal demain matin, Richie Gopol reçoit Nita Djadou de En Avant Maurice à 8h15. À venir, la météo et les sports où il sera bien évidemment question du maillot jaune de Kimberley Lecourt-Piénard. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt. Soupline, infiniment doux, souplinement parfumé. Galaxy upgrades your life. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure.
Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Le temps était variable aujourd'hui avec parfois des pluies intermittentes. Un avertissement de forte houle est en vigueur à Maurice, Rodrigue, Agaléga et Saint-Brandon et sera valable jusqu'à 10 h le samedi 2 août. Sur la carte synoptique, un fort anticyclone évolue au sud des Mascareignes. Les prévisions pour Maurice, ciel plutôt nuageux avec des pluies intermittentes surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont aussi prévues dans certains endroits. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 18 et 20 degrés Celsius dans les régions côtières cette nuit. La température maximale sera légèrement inférieure à la moyenne et variera entre 18 et 20 degrés Celsius sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre 75 km/h dans certaines régions. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La haute mer restera très forte avec des houles. Les vagues seront de l'ordre de 4 mètres. Elles pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées hautes à l'ouest et au sud. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et d'éviter les plages. À Rodrigue, mi-couvert, devenant parfois nuageux avec des pluies occasionnelles. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés Celsius. La température maximale sera légèrement inférieure à la moyenne et variera entre 21 et 24 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales de l'ordre de 80 km/h. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La haute mer restera très forte avec des houles. La hauteur des vagues sera de l'ordre de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées hautes à l'ouest et au sud. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et d'éviter les plages. À Agaléga, mi-couvert à nuageux avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 23 degrés Celsius. La température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius. Vent du sud-est d'environ 35 km/h. La haute mer sera très forte avec des houles et la hauteur des vagues sera de l'ordre de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les régions côtières, surtout à l'heure des marées hautes. Il est fortement conseillé au public en général de ne pas sortir en mer et à l'heure des marées hautes de ne pas s'aventurer sur les régions côtières. How do I stop my terrier puppy from chewing my stuff? Young dogs need lots of toys to chew. Yeah, I tried that. Terriers are super energetic. How about a run? Galaxy upgrades your life. Bonsoir à toutes et à tous. Cyclisme pour ouvrir cette page des sports avec la 6e étape du Tour de France femmes. La Française Maëva Esquiban s'est imposée avec 1 minute 22 secondes d'avance sur sa compatriote Juliette Labousse en 1 minute 30 et 1 minute 30 sur Kimberley Lecourt-Piénard qui complète donc le podium et qui reste en jaune avec même désormais 26 secondes d'avance sur sa concurrente directe. La 7e étape ce vendredi sera disputée sur environ 160 km entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Et comme vous le savez, hier, Kimberley Lecourt-Piénard est entrée un peu plus dans l'histoire. Elle est désormais la première africaine à remporter une étape dans le Tour de France femmes. À 29 ans, la Cœur-Pipienne confirme sa montée en puissance portée par une détermination sans faille. Son parcours avec Ashley Sitana.
Derbreken sur la gauche d'Emi Vollering et Kim Lecourt au centre de l'écran. Et Kim Lecourt qui va aller s'imposer, qui fait que double victoire de Kim Lecourt et qui s'empare du maillot jaune. Kimberley Lecourt-Piénard, un nom désormais gravé dans l'histoire du cyclisme mauricien et africain. Ce mercredi, elle a franchi la ligne d'arrivée de la 5e étape du Tour de France féminin, victorieuse. Et maillot jaune, elle s'est relevée un peu vite. Un moment historique, première victoire d'étape pour une Mauricienne, première pour une cycliste issue du continent africain. Pour l'instant, je crois que pour nous, comme équipe, c'était un tour réussi. 2 fois le maillot jaune, une victoire d'étape. C'est vraiment incroyable pour nous. C'est un rêve devenu réalité. On va essayer de prendre jour par jour. On a aussi une deuxième carte à jouer dans les montagnes. Donc je crois qu'on va essayer de célébrer ce soir la victoire d'aujourd'hui, le maillot jaune, et puis on verra. Cette victoire s'est construite loin des projecteurs, avec discipline et persévérance. Pendant 8 ans, Kimberley a progressé, passant du VTT à la route. Je suis beaucoup plus agile sur le vélo avec le VTT, mais j'essaye d'expliquer qu'en VTT, quand on fait une descente avec des roches, on peut choisir son chemin. Les roches ne bougent pas, mais dans le peloton, les cyclistes bougent devant toi, donc on ne peut pas vraiment choisir son chemin. Je pense que le VTT, c'est sûr que ça te donne beaucoup de mental strength. À ses côtés, Yann, son époux, l'a accompagné dans cette transition vers l'élite mondiale. Elle a relevé le défi avec méthode, conviction et des résultats. L'an dernier, la Cure-Pipienne a remporté la dernière étape du Giro. Cette saison, elle s'est imposée à Liège-Bastogne-Liège, une classique réputée pour sa difficulté, et a ajouté une victoire à la première étape du Tour de Grande-Bretagne. Des signaux forts, Kimberley confirme sa montée en puissance. Sur ce Tour de France féminin, tout s'est accéléré. Dès la 2e étape, la cycliste de 29 ans s'est emparée du maillot jaune. Émue aux larmes, elle peinait à y croire. Mais ce n'était qu'un début. Le lendemain, elle a perdu cette précieuse tunique. Son point faible, le sprint. Une difficulté qu'elle a elle-même reconnue. Je ne suis pas une sprinteuse, mais on va réessayer encore l'étape numéro 5. Une faiblesse qu'elle a su corriger pour la 5e étape à Guéret. Dans un groupe de 7 favorites, elle lance son attaque. Un sprint puissant, la ligne franchie en tête. En tant que sprinteuse dans un petit groupe, tu as le sentiment que c'est bon, tu peux célébrer un petit peu. Le maillot jaune revient sur ses épaules. Cette tunique n'est pas qu'un simple attirail. C'est le reflet d'une fierté collective, celle d'un pays, d'un continent tout entier. Espérons que notre compatriote trouve les ressources nécessaires pour rejoindre Châtel en leader ce dimanche. Mais déjà, Kimberley Lecourt-Piénard a gravé son nom dans l'histoire. On va dire allez Kim, allez Maurice. Hippisme avec la journée d'ouverture de la saison qui comprend 8 courses. Elle sera marquée par la tenue de la Duchesse, première épreuve classique de la saison qui sera courue sur 1400 mètres, 10 partants au départ. Captain Bombshell, It's Raining William, Meridius, Sugar Blast, Wolf Mountain, Good Counsel, Brave Bomber, Port-Louis, William Iron Arm et Willie John. Parlons à présent des 13e Jeux de la CJSEI qui se tiennent aux Seychelles, plus précisément sur l'organisation de cet événement. Le QG du comité organisateur au complexe sportif de Roche-Caïman tourne à plein régime avec entre autres les arrivées des délégations, les accréditations et la mise à jour du calendrier. Ambiance sur place avec Benito Paris et Kenny Sibalok. Bonsoir Maurice, on vous invite ce soir à faire une petite incursion au sein du comité d'organisation à moins de 48 heures du coup d'envoi officiel des Jeux. Le comité met la dernière main aux préparatifs, les délégations sont arrivées et vont arriver. Et cela apporte une certaine pression, mais malgré ça, on gère au niveau du comité d'organisation. Pour le chef commissaire général de ces Jeux, Lucas Georges, les Seychelles relèveront le défi malgré quelques petits soucis, notamment au niveau du calendrier.
On a des petits soucis, oui, comme tous les jeux, et il faut essayer de régler au maximum. Et on a fait ça, on a une belle équipe qui travaille avec nous. Vous avez vu dehors, et toutes les personnes sont très chargées et disposent à tous les besoins des autres. Et moi, je veux dire que nous sommes prêts. Et au niveau de la commission elle-même, on affiche une certaine satisfaction. Ces Jeux seront une grande célébration de la jeunesse sportive des îles de l'océan Indien. C'est ce que nous a confirmé Ashok Chintaman, le secrétaire général de la CJSEI. Donc au-delà de la compétition, c'est la grande fête de la jeunesse et nous pouvons attendre qui ban jeunes gagnent l'occasion d'épanouir et amènent un souvenir mémorable de Seychelles. C'est ça qui est beaucoup plus important et nous pouvons jouer beaucoup l'eau, ça l'aspect-là. En attendant, les Jeux débutent ce vendredi avec notamment les compétitions en football et en basketball. Le point à présent sur le village des Jeux à Victoria. Ce centre d'hébergement des sportifs est situé à proximité des sites de compétition, au grand bonheur des participants, comme nous l'expliquent Jessie Ougara et Farhan Daoulot qui sont sur place. À 2 jours de l'ouverture officielle des 13e Jeux de la CJSEI, ici aux Seychelles, alors nous nous trouvons au village des Jeux où, depuis mercredi soir, les premières délégations des pays participants sont déjà là. Nous avons rencontré des représentants de Maurice en judo, en voile et en football. L'ambiance top net. Ici, nous avons l'esprit d'équipe et du coup, depuis nous rentrons, tout ne passe bien, ni conflit, ni l'ennui. Ben, je trouve vraiment ça l'aventure qui nous passe intéressant et merveilleux. Depuis le grand matin, je vais bien passer, nous faisons un nouveau camarade, l'ambiance m'arrête ici, bien content. Une grande fierté pour mon pays et nous pourrons retirer une médaille d'or pour l'utiliser le Maurice. Nous avons aussi rencontré des sportifs d'autres délégations, dont ceux des Seychellois, donc des joueurs du basketball. Parmi eux, un certain Farib Gabriel qui, tenez-vous bien, pour ses 16 ans, mesure 2,8 m. I'm very grateful for this opportunity that I have. Me and all my teammates have all worked hard to get here. And obviously there's a little bit of pressure, but you know, we're going to try our best. We have to play well. Vous l'avez pu constater, il y a une bonne ambiance ici au village des Jeux. Il y a l'esprit d'équipe parmi tous les jeunes sportifs qui seront engagés aux Jeux de la CJSEI. Alors la seconde partie de la délégation donc, qui participe à ces Jeux arrive en ce jeudi soir. Sinon, la compétition débute ce vendredi et la cérémonie d'ouverture au stade L'Unité à Victoria ce samedi 2 août. En badminton, du 1er août au 7 août, la ville d'Accra accueillera les championnats d'Afrique des moins de 15 ans. Maurice sera représenté par 9 badistes, 4 filles et 5 garçons. Avant le départ pour le Ghana, cette équipe s'est entraînée à Rose-Île sous la houlette de Jacques Zuel. Le point avec Jessie Ougara. Hormis Léo Douce, les 8 autres badistes mauriciens retenus pour les championnats d'Afrique des moins de 15 ans sont à leur première participation à un rendez-vous africain. Ils sont remplis d'enthousiasme et de motivation. Je suis bien fière qu'ils m'ont réussi sélecté et pour ranking aussi c'était très difficile. Car j'ai amélioré mon jeu et je suis très fière qu'ils m'ont aussi sélecté. Pendant ces 4 mois, j'ai bien travaillé dur pour que je puisse faire bien. Moi, j'habite l'aventure. Tous les jours, je fais un training. Le sentiment est heureux. Mon père aussi trouve moi là-bas. Après tout, ça dépend qui m'ont donné dans le sport. Je vais atteindre un bon résultat de moi-même pour qu'il me tienne la médaille me vini. Excité, un peu stressé, mais pour bien faire avec. Et j'espère d'apporter une médaille pour Maurice. J'ai commencé depuis 2018. Après, depuis petit, commencé à la télévision, tout ça. Moi, je peux de balance, je vais là depuis ça à la case. Moi, si je commence à faire des 20 exercices, là, comme ça même, banane, mettre l'entraînement avec Jackie. De son côté, Léo Douce compte faire mieux à ces championnats que ses 2 médailles de bronze obtenues lors de sa première participation.
j'ai attendu ce tournoi pendant très longtemps parce que la dernière fois, j'ai eu que 2 médailles de bronze, donc j'aimerais quand même faire mieux. La sélection est dirigée par Jacques Zuel. Il est tout fier de cette responsabilité qui est d'assurer la relève du badminton à Maurice. C'est moi qui ai la responsabilité et de m'occuper de l'équipe de moins de 15 ans. Tous ces jeunes espèrent briller à Accra, au Ghana, mais au-delà de l'aspect de compétition, ces badistes vont certainement acquérir davantage d'expérience. Un mot de football. En amical cet après-midi, le FC Barcelone a écrasé le FC Séoul 7-3. Tottenham a battu Arsenal 1-0 avec un but de Pape Matar Sarr. Comme vous le savez, Liverpool et Manchester United se sont imposés face à leurs adversaires respectifs. C'était hier soir et tôt ce matin. Les Reds sont disposés des Yokohama Marinos par 3-1 avec le premier but de Florian Wirtz dans ce match et Manchester United qui a battu Bournemouth 4-1 dans un match disputé à Chicago. Ce qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Galaxy upgrades your life.